Bonjour à tous. Le groupe Mescart vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle webconférence. Et donc, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Monseigneur Gonis, le directeur général de l'Œuvre d'Orient. Il vient témoigner avec nous de l'engagement de l'Œuvre d'Orient sur le terrain, au Proche-Orient, en Europe de l'Est et en Afrique de l'Est. Il partagera avec nous plus particulièrement ce matin l'actualité de l'action de l'Œuvre d'Orient en Ukraine. Comme d'habitude, je reviendrai dans un deuxième temps sur le fonds de partage Antiochia, une façon originale d'apporter son aide et soutenir les actions de l'Œuvre d'Orient au travers de ces investissements. Et comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions tout au long de notre présentation, à l'issue de laquelle nous avons réservé un temps pour y répondre. Alors, vous pourrez les saisir dès à présent sur le bandeau de droite de votre écran et nous y répondrons en fin de présentation. Et bien entendu, vous pourrez ensuite accéder via la chaîne YouTube à une rediffusion de cette vidéoconférence et pouvoir la partager et la réécouter. Voilà, merci encore de votre présence et je laisse tout de suite la parole à Monseigneur Gonis. Monseigneur, c'est à vous. Merci beaucoup. Permettez-moi de remercier tous ceux qui suivent cette rencontre et qui sont les participants, j'imagine, au fond. Également, je voudrais remercier, bien sûr, Benoît Vesco et toute l'équipe de Mescart. Alors, avant de parler de l'Ukraine proprement dit, je voudrais évoquer les autres théâtres d'opération sans trop m'y attarder, car à ce moment-là, il faudrait que nous y passions la journée, mais enfin, tout de même, nous pourrions évoquer le Liban qui est en train de s'effondrer. Nous avons proposé, mais c'est une idée peut-être trop simple, qu'il y ait une agence internationale qui paye les dettes de l'État libanais auprès des institutions d'éducation et de santé. Parce que vraiment, tout est bloqué puisqu'il n'y a pas de réforme politique et que l'aide internationale n'arrive pas s'il n'y a pas de réforme politique. Alors, il faut bien trouver quelque chose. Voilà. Très inquiétante, la situation du Liban. En Syrie, il y a encore une guerre civile qui n'est pas terminée, avec la présence inquiétante de certaines forces étrangères. Nous pensons notamment au nord de la Syrie, à l'armée turque, qui est parfois aussi assez agressive. En Irak, il y a toujours une recherche de gouvernement, et en absence d'un gouvernement, ce sont parfois les groupes violents qui peuvent se déployer contre les minorités. Et donc, voilà, c'est tout de même une grande difficulté. Là aussi, en Irak, des interventions régulières de l'armée turque sans beaucoup d'échos internationaux. En Érythrée, ce régime est toujours extrêmement ubuesque, je ne m'étends pas. En Éthiopie, les collaborateurs, nos informations sont tout de même assez difficiles parce que nous avons beaucoup de mal à avoir des informations du lieu des combats au Tigré. Ce sont des chrétiens qui s'entretuent et quand nous saurons ce qui s'est passé, nous entendrons sans doute peut-être des massacres de part et d'autre. En Arménie, au Haut-Karabakh, une situation qui est toujours périlleuse, instable. Certes, il y a eu un cessez-le-feu qui était très aux dépens des Arméniens, mais la situation n'est pas réglée, loin de là. Voici un ensemble de théâtres d'opération dans lesquels nous agissons aux côtés des chrétiens lorsqu'ils sont artisans de paix, lorsqu'ils sont moteurs de civilisation à travers leurs œuvres d'éducation, écoles, collèges, lycées et universités. Système éducatif d'ailleurs qui est en péril au Liban, aussi bien les établissements primaires et secondaires que les établissements universitaires. Et puis, ils peuvent jouer un rôle de médiation, de promotion des libertés fondamentales et leur action est importante et courageuse. Mais nous en arrivons à la situation de l'Ukraine. Alors bien sûr, l'Œuvre d'Orient n'est pas une organisation politique, mais deux choses s'imposent à nous. D'abord, parfois, nous devons parler aux politiques, ce qui n'est pas la même chose. Nous devons avoir un plaidoyer pour les chrétiens d'Orient auprès des pouvoirs publics, auprès des hauts fonctionnaires, des gouvernements, des pouvoirs publics, des élus.
aussi dans les médias pour exposer la situation à l'opinion publique. Donc voilà, nous prenons la parole, et nous prenons la parole auprès des interlocuteurs que nous avons et que nous n'avons pas choisis. Ce sont les gens qui ont été mis en place par la démocratie en France. Nous ne les choisissons pas. D'autre part, nous sommes obligés tout de même de faire un certain nombre d'analyses politiques. Un cas particulièrement évident, lorsque Daesh fait irruption avec des actes abominables contre les populations, nous faisons là une sorte d'analyse politique pour condamner ce qui se fait et venir en aide aux personnes persécutées. Et donc en Ukraine, nous sommes obligés de faire un minimum d'analyse politique. Notre analyse politique est de dire que l'Ukraine est un pays agressé, c'est un pays souverain, dont les frontières internationales ont été reconnues par un traité signé par la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, et un pays agressé par décision du Kremlin. Et donc nous considérons que cette guerre est particulièrement injuste. Je sais qu'une partie de l'opinion française est perplexe sur ce point. D'abord parce qu'il y a des populations russophones, de même qu'il y a des populations francophones en Belgique, en Suisse, etc. Cela ne donne pas à la Russie le droit de traverser les frontières internationalement reconnues et internationalement reconnues par elle. Voilà. Deuxièmement, il y a sans doute des difficultés, comme pour toutes les minorités, de prendre en compte cette situation des populations russophones en Ukraine. Ce n'est pas une raison pour faire une guerre. Voilà. Donc cette guerre nous semble injuste quant au principe, elle nous semble terrible quant aux modalités. Nous avons vraiment l'impression que la guerre de 1945 se perpétue. Destruction massive par voie d'artillerie ou d'aviation, destruction de villes entières, sans distinction sur les cibles militaires ou civiles, personnes nombreuses chassées de chez eux parce que leur maison a été détruite, des problèmes d'exaction, de viol, etc. Donc cette guerre est terrible et depuis 1920, l'œuvre d'Orient travaille auprès des Ukrainiens. En 1920 parce que l'Ukraine, qui venait d'être indépendante déjà pendant plusieurs années, avant la création de l'Union soviétique, et bien, en 1920, l'Ukraine était durement atteinte par le stalinisme, et tout spécialement les gréco-catholiques ukrainiens, qui sont plutôt nos interlocuteurs, qui représentent quand même plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions de fidèles en Ukraine. Mais ce n'est pas aux dépens des autres. Et comme toujours, ce sont des fidèles qui sont au service de l'ensemble de la population en Ukraine, notamment les blessés, les familles endeuillées, les familles déplacées, et qu'il faut donc reloger et remettre un peu en situation convenable. Je vais revenir là-dessus. Je sais qu'une partie de l'opinion française considère qu'après tout, l'Occident a commis des fautes, des erreurs. Voilà. Je ne veux pas entrer dans la discussion des fautes de l'Occident, mais je suis prêt à penser que l'intervention en Serbie, l'intervention en Libye, la seconde intervention en Irak prêtent effectivement à des jugements critiques. Mais ce n'est pas parce que l'Occident a commis ces erreurs que du coup, on peut abandonner l'Ukraine à la violence de l'armée russe. Certains remontent jusqu'à Hiroshima, Nagasaki, le bombardement de la ville de Dresde. Mais oui, on a commis des fautes, bien sûr, contre des populations civiles en 1945, c'est clair. Ça n'est pas une raison pour abandonner la population ukrainienne aujourd'hui, 70 ans plus tard. Voilà un petit peu sur l'analyse brève de la situation. Alors, que fait l'œuvre d'Orient ? L'œuvre d'Orient a pris donc comme interlocuteur principal l'Église gréco-catholique en Ukraine, qui sont donc des orientaux, qui ont la même liturgie que tous les orientaux, mais qui sont rattachés à Rome. Là aussi, non pas pour leur apporter je ne sais quel privilège, mais pour les appuyer dans leur mission, qui est au service de la population. Ce service de la population passe beaucoup
évidemment par le soutien des populations déplacées. Donc, ce sont des gens qui ont été chassés des zones de guerre, des familles qui n'ont plus d'hommes à la maison, soit parce que les hommes ont été blessés ou tués, ou parce qu'ils sont à l'armée. Et donc, ces familles, ce sont surtout des femmes avec des enfants qui ont été donc obligés de quitter leur maison, soit parce que leur maison a été détruite, soit parce que leur maison risque de l'être, et qui vont trouver refuge dans les zones occidentales de l'Ukraine, qui sont moins touchées par les combats, bien que parfois il y a tout de même des bombardements sur ces zones. Et malheureusement, nous nous trouvons devant des situations que nous avons connues au Moyen-Orient. Vous savez, ces femmes complètement effondrées, courageuses, mais qui ne savent plus où est leur vie. Si elles ont dû quitter leur maison, c'est leurs racines qui ont été détruites, et c'est aussi leur perspective de vie. Donc voici des gens en plein XXIe siècle qui se retrouvent dans des salles qui ont été réquisitionnées, des gymnases, des salles municipales, ce qu'on peut imaginer, où on a mis rapidement des lits de camp pour essayer de leur laisser la possibilité de se reposer. Et puis, on apporte de la nourriture, on essaye un peu de permettre aux enfants de se détendre, parfois de se scolariser pour qu'ils ne perdent pas tout contact avec l'école. Et puis, non seulement la situation est très dure pour ces femmes, mais l'avenir est totalement incertain. Quel est leur avenir? Est-ce qu'elles vont pouvoir retourner chez elles comme elles en ont le désir? Est-ce qu'elles vont devoir s'implanter dans ces zones de l'Ouest ukrainien? Tout cela est tout à fait terrifiant à nos portes. À nos portes. Et puis, il y a ces familles qui ont dû quitter l'Ukraine. Et donc, ces familles qui ont quitté l'Ukraine se retrouvent souvent en Pologne, en Roumanie, en Moldavie. En Pologne, nous avons une association sœur qui s'appelle l'Œuvre d'Orient de Pologne. Je rappelle d'ailleurs que nous sommes dans un processus de création d'associations sœurs en Pologne, en Suisse, à Monaco, en Autriche, en Espagne et en Grande-Bretagne. Donc, si certains peuvent nous aider dans la création de ces associations, l'aide sera bienvenue. Et donc, ces familles, dans un premier temps, vont dans ces pays limitrophes de l'Ukraine, et parfois, dans un second temps, dans les pays plus éloignés, en particulier en France, où il y a quand même plusieurs dizaines de milliers d'Ukrainiens qui ont été accueillis en France avec un gros effort des pouvoirs publics, mais aussi des associations, des familles qui ont ouvert leurs portes pour accueillir le mieux possible ces familles éprouvées. L'Œuvre d'Orient va donc, selon son habitude, aider ceux qui aident. En Ukraine, il y a donc un certain nombre de diocèses gréco-catholiques, une dizaine, qui ont tous un service social pour aider ces familles déplacées en Ukraine. Vous savez que quand les familles restent dans leur propre pays, on parle de déplacés. S'ils sortent de leur pays, on parle de réfugiés. Et donc, ces personnes déplacées en Ukraine doivent être aidées dans les conditions que j'ai énoncées tout à l'heure, et nous avons transféré des fonds dans ces différents services sociaux des diocèses d'Ukraine que nous visitons. Nous en sommes à notre 5e voyage depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc, nous avons une très bonne connaissance du terrain. Encore une fois, nous avons déjà beaucoup de contacts en Ukraine. Je le rappelle, nous agissons en Ukraine depuis 1920. Ceci est peu connu. Beaucoup s'imaginent que l'Œuvre d'Orient n'agit qu'au Moyen-Orient. Mais nous agissons aussi en Ukraine, en Roumanie, en Bulgarie. Nous agissons en Iran, en Inde, en Éthiopie, en Érythrée. Et donc, nous avons beaucoup de contacts. Nous sommes connus, nous avons des amis. Et nous sommes donc approchés de ces différents services sociaux des diocèses d'Ukraine qui viennent donc en aide à ces familles dans le logement, dans la nourriture,
parfois dans les soins, les médicaments. Nous avons pu acheter et faire parvenir en Ukraine un certain nombre d'ambulances dont, évidemment, l'Ukraine a besoin. Nous les avons remises à cette église gréco-catholique. Soit dit en passant, cette église gréco-catholique a un chef, une sorte de patriarche, l'archevêque majeur, qui est une personnalité très remarquable, avec laquelle nous sommes en contact régulier. Nous avons aidé les lieux qui accueillent les gréco-catholiques, donc en Pologne, à travers notre association Œuvre d'Orient de Pologne, mais de manière plus directe en Roumanie et en Moldavie. Il y a donc des lieux proches de la frontière ou dans les capitales qui aident ces Ukrainiens, quelle que soit leur appartenance religieuse, bien sûr, et donc qui leur vient en aide. Nous aidons ces lieux à aider. Et puis, en France, il y a un diocèse gréco-catholique de France. Sa cathédrale, pour ceux qui habitent Paris, se trouve au boulevard Saint-Germain. C'est cette église pas très bien connue des Parisiens, quand on prend le boulevard Saint-Germain, un petit peu avant Saint-Germain-des-Prés, au coin de la rue des Saints-Pères et du boulevard Saint-Germain. J'invite les Parisiens qui le peuvent à entrer dans cette église, s'ils le veulent, à y prier, à entendre éventuellement les chants ukrainiens qui sont d'une très grande beauté. Et donc, ce diocèse, en Orient, on dit une éparchie, il y a un évêque à Paris et des prêtres à Paris et dans différentes paroisses gréco-catholiques ukrainiennes. Et nous les avons aidés à s'organiser pour cet accueil des réfugiés ukrainiens qui arrivent en France, là aussi, quelle que soit leur appartenance confessionnelle. Alors, nous sommes dans ce soutien, vous voyez, en 3 étages de fusée, directement en Ukraine, dans les pays limitrophes et en France. Et bien sûr, nous pensons dès maintenant aux besoins de reconstruction. Il faudra bien que ces combats prennent fin et que là où ce sera possible, nous participions à un effort de reconstruction. Bien sûr, la reconstruction de l'Ukraine dépendra de la communauté internationale, des États, des organisations économiques internationales, etc. Ce n'est pas l'Œuvre d'Orient, qui est une association qui va reconstruire l'Ukraine. Mais nous avons l'expérience de ces situations et nous savons que parfois, nous pouvons cibler de l'aide dans quelque chose de significatif, de symbolique, mais bien que symbolique, très important pour la population. Vous voyez, par exemple, en Irak, nous avons aidé à la reconstruction d'une église détruite par Daesh. Nous l'avons facilité. C'était très important pour la population en Irak, chrétiens et musulmans d'ailleurs, de relever un lieu de culte à Mossoul ou dans les environs. Donc, vous voyez, nous pouvons avoir des actions symboliques qui renforcent ceux qui sont artisans de paix dans ce pays. Voilà. Voilà un peu ce que nous faisons pour le moment, ce que nous nous préparons à faire pour l'Ukraine. Et bien sûr, dans notre plaidoyer, nous faisons remonter, donc, comme je l'ai dit, au pouvoir public, aux responsables des médias, ce que nous percevons de cette situation en Ukraine. L'Œuvre d'Orient ne le fait pas par voie de presse, nous ne faisons pas des pétitions publiques parce que nous ne sommes pas sûrs que ce soit utile, mais nous agissons ainsi. Merci Monseigneur pour toutes ces explications et cette description de tout votre travail. Alors moi pour ma part, je vais revenir très rapidement sur le fonds de partage Antiochia, et puis ensuite je vous laisserai la parole à tous sur quelques questions et quelques compléments sur l'action de l'Œuvre d'Orient en particulier, sur le fonds de partage éventuellement. Donc chez Bescard, nous avons créé un fonds de partage qui s'appelle Antiochia, il y a maintenant un peu plus de 5 ans, une certaine historique. Je vais couper votre... Voilà, je coupe le micro, je coupe votre micro, Monseigneur, pour qu'il n'y ait pas d'écho. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fonds de partage tel que nous l'avons envisagé chez Bescard ?
Alors d'abord, pour l'investisseur, c'est un produit financier qui permet d'épargner, de valoriser son épargne comme n'importe quel autre produit financier. Évidemment, il a des critères éthiques d'investissement socialement responsable en amont, en cohérence avec l'action de l'œuvre d'Orient, bien entendu. Pour la société de gestion, c'est l'occasion de s'associer à une cause qui, évidemment, que nous reconnaissons et que nous avons envie de soutenir, en abandonnant, en faisant don d'une partie des frais de gestion. Dans le cas d'Antioquia, c'est 40 à 50% de nos frais de gestion qui sont donnés chaque année à l'œuvre d'Orient. Évidemment, pour l'organisme bénéficiaire, pour l'œuvre d'Orient, ça permet d'avoir un don récurrent, régulier, puisque les frais de gestion sont versés régulièrement et les dons chaque année, et qui permet de compléter, je dirais, la chasse aux dons annuels nécessaire pour l'œuvre d'Orient, et qui n'est pas toujours simple et qui peut être incertaine. Donc ça permet aussi pour l'œuvre d'Orient de se projeter sur des projets à plusieurs années grâce à ce financement-là. En 2021, c'était un peu plus de 100 000 euros de dons grâce au fonds Antioquia, et c'est en constante augmentation année après année. Quand on le regarde très rapidement, vous voyez qu'il y a un écosystème quelque part autour du fonds Antioquia. C'est un produit financier comme un autre, bien sûr, mais pas que. Vous avez bien en amont tout le travail des équipes de Mescar, les analystes ISR, les gérants financiers qui gèrent le fonds au jour le jour, les investisseurs qui viennent investir dans ce fonds pour valoriser leur patrimoine. Ce fonds génère un don chaque année à l'œuvre d'Orient. Grâce à ces dons, l'œuvre d'Orient finance des projets sur le terrain et va pouvoir rendre compte lors de réunions comme la webconférence de ce matin ou des réunions régulières, dont une il n'y a pas très longtemps à Toulouse par exemple, pour aller à la rencontre des investisseurs et des donateurs et témoigner de l'engagement de l'œuvre d'Orient sur le terrain. C'est un fonds tel qu'on l'a créé Antioquia, qui est un fonds que je vais qualifier de patrimonial, dans ce sens où il a environ 20% d'actions, le solde étant en produits obligataires. Deux parts existent, une part de capitalisation où toute la performance revient à l'investisseur, et une part de distribution où l'investisseur accepte d'abandonner 70% des revenus générés à l'œuvre d'Orient, en plus du don de Mescar. Voilà. Chacun évidemment, est ensuite libre de son choix entre ces deux solutions-là. Je passe très rapidement sur le fonds, mais il est actuellement dans une catégorie 4 en échelle de risque qui va de 1 à 7. Donc on est dans un risque moyen à modéré, en fonction évidemment de la volatilité, de la nervosité des marchés, on y reviendra après. Le fonds navigue entre 3 et 4 en fonction des périodes. Et c'est une classification européenne SFDR 8, qui signifie que c'est un fonds qui a des critères ISR bien évidemment dans sa gestion au jour le jour. Si je passe très rapidement sur le fonds, vous le savez, nous sommes dans une période de crise. Nous en avons vécu une en 2020 lors de la pandémie, nous en avions vécu une en 2018 lors des inquiétudes de ralentissement économique, et nous en vivons une aujourd'hui avec les inquiétudes quant à la résurgence de l'inflation, après avoir subi, on va dire, 3 chocs inflationnistes. Le premier, c'était la pandémie, la crise sanitaire de 2020. Le suivant, on en a parlé, la guerre en Ukraine et son impact sur le prix des produits énergétiques et agroalimentaires. Le troisième, c'est aussi, on en parle un peu moins, la crise de Covid, la résurgence de la crise de Covid en Chine et le blocage de régions entières en Chine. La Chine est un pays exportateur, ça rajoute à la difficulté du retour à la normale des chaînes d'approvisionnement dans l'ensemble du monde. Ça, c'est une des difficultés, et ça nourrit ce choc inflationniste. Face à ce choc inflationniste, les banques centrales réagissent, montent les taux directeurs, ce faisant, prennent un risque de ralentissement de la croissance, et c'est bien actuellement ce qu'on est en train de vivre sur les marchés, l'inquiétude d'une baisse de la croissance et d'un retour en récession aux États-Unis ou en zone euro qui inquiète l'ensemble des marchés, actions ou obligataires. Quand on regarde Antioquia, maintenant, on a un peu d'historique puisque Antioquia a été créé en mi-2016. Vous voyez qu'on a eu la crise 2018 où on a perdu à peu près 8% du plus haut au plus bas. La crise 2020 qui est évidemment très particulière dans sa vitesse, où le fonds a perdu à peu près 14%, de manière très rapide et très brutale puisqu'on fermait l'économie mondiale de manière forte et directe. Et puis la crise dans laquelle on est actuellement, où on perd environ 11%,
qui est entre les deux, qui se situe dans son ampleur pour le moment entre les deux. Vous voyez aussi qu'à chaque fois, dans chaque crise, un an après, on a retrouvé puis dépassé les niveaux les plus hauts précédents. On est dans cette évolution-là qui, évidemment, a ses difficultés dans la situation actuelle, puisqu'on a encore des incertitudes sur l'évolution de l'inflation, sur les politiques des banques centrales. Elle aura aussi en elle-même les germes du retour à la hausse future, puisque quand on regarde les rendements des marchés obligataires, en tout cas à 70 à 80% d'obligations dans son portefeuille, on voit qu'on est sur des rendements de la poche obligataire d'Antioquia d'environ 4% maintenant, là où on était l'année dernière à fin d'année, proche des 1%, légèrement supérieur. Donc on a aussi, vu de conséquence de la baisse des marchés obligataires, des rendements attendus sur le portefeuille obligataire qui sont forts et qui permettront de nourrir la hausse future dès que les inquiétudes seront dissipées sur la situation actuelle. Très rapidement, sur la partie extra-financière, on est sur un fonds qui a donc un process en amont de sélection des entreprises en fonction de leur comportement, donc avec un système de notation. Évidemment, l'ensemble des notes des entreprises qui constituent le portefeuille sont relativement bonnes, voire très bonnes, et nettement au-dessus de la moyenne du marché. Je passe assez rapidement sur ces slides. Je vais aller aussi sur une autre illustration pour vous décrire bien le comportement du fonds. On a aussi un calcul qu'on appelle la température du portefeuille pour voir le niveau d'engagement et de mise en place de systèmes de limitation d'émissions carbone au sein des entreprises. Et donc, on calcule ce qu'on appelle la température du portefeuille, qui se compare à la température de l'ensemble du marché financier. Et évidemment, dans Antioquia, on a une température du portefeuille qui est plus faible que la moyenne de l'ensemble du marché, qui traduit dans notre sélection des entreprises qui ont mis en place des programmes de limitation des émissions carbone pour être le plus vertueux possible sur ces sujets-là et sur l'impact climatique. De la même manière, nous sélectionnons ce que nous appelons en amont, une fois qu'on a sélectionné les entreprises les plus vertueuses, nous sélectionnons et nous essayons de privilégier les entreprises sur lesquelles on estime qu'il y a un impact positif, social et sociétal. Donc, un certain nombre d'activités qui nous semblent porteuses de valeur pour l'ensemble de la société. Toutes les activités qui sont liées à l'eau, la distribution, l'assainissement de l'eau, tout ce qui est bâtiment et rénovation, efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la mobilité durable, évidemment le secteur de la santé, l'économie circulaire, l'apport des télécommunications, tout ce qui est alimentation et nutrition, soutien économique, logement social, culture et services environnementaux et gestion des déchets. Donc, autant que faire se peut, nous privilégions dans nos sélections d'entreprises des entreprises qui apportent ces services à l'ensemble de la société, qui nous semblent évidemment apporter un bien supplémentaire dans la vie de tous et qui sont porteuses de valeur dans le portefeuille. Voilà, je m'arrête, je vais très rapidement et je vais m'arrêter là sur cette partie de la présentation et puis je vais plutôt essayer de reprendre, de vous donner la parole et répondre à quelques-unes des questions. Alors, Monseigneur, j'ai une question très pratique et je vous la pose. Quelqu'un qui nous la pose en assistance, mais qu'est-ce que je peux faire moi individuellement pour soutenir l'œuvre d'Orient et puis évidemment avoir un impact sur la situation actuelle telle que vous la décrivez, par exemple en Ukraine? Eh bien, évidemment, il y a beaucoup de choses. Ça dépend un petit peu de la situation de chacun, de ses moyens, de sa disponibilité. Mais j'allais dire, je disais qu'on parle aux politiques, il y a quelque chose qu'on peut faire très vite. C'est d'écrire aux députés, aux candidats députés, enfin ceux qui risquent d'être élus. On leur envoie un petit mail, un petit courrier. Voilà, je suis un de vos électeurs, je m'intéresse beaucoup aux chrétiens d'Orient, je compte sur vous pour suivre ce sujet. Merci de me répondre. Voilà, que voulez-vous? On est dans un monde, il faut vivre dedans, pas forcément toujours avec, mais dedans. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, nous essayons de mettre en contact des communes de France avec des communes en Ukraine. Un jumelage, mais ce n'est pas forcément un jumelage uniquement pour apporter de l'argent, de l'aide, etc. C'est simplement un lien d'amitié. Et vous savez, quand on est les Ukrainiens ont un sentiment de
de détresse. Par conséquent, avoir des amis quand on est dans la détresse, c'est extrêmement important. Allez voir vos communes pour voir s'ils accepteraient de se lancer dans ce lien d'amitié. Nous avons des collaborateurs dédiés à aider à cela. Ensuite, nous avons besoin évidemment de beaucoup de collaborateurs bénévoles dans notre action. Je donne quelques exemples. Nous voulons nous approcher d'un certain nombre d'organisations internationales, comme par exemple l'UNESCO ou le Conseil de l'Europe, dont font partie en principe la Turquie et la Russie d'ailleurs. Mais les organisations internationales sont assez chronophages, prennent beaucoup de temps. Donc, si on peut nous aider dans ces contacts avec ces organisations, bien sûr, ce sera bien volontiers. Nous avons des actions, comme par exemple, nous soutenons la culture des chrétiens d'Orient. Et donc, nous avons un certain nombre d'événements culturels. Donc là aussi, c'est important si on peut nous y aider. Si je franchis d'un cran, il y a les liens avec toutes les communautés locales, départements, régions, qui ont un budget de solidarité internationale et que nous essayons donc de solliciter. Alors, si on a encore plus de temps, nous avons une équipe de bénévoles qui se rend régulièrement dans un pays pour nous aider à avoir le contact avec les communautés que nous aidons. Bien sûr, j'y vais, mes adjoints y vont, mes collaborateurs y vont, mais nous avons 1200 projets. Et donc, plus nous avons des contacts fréquents, plus il est possible finalement de mieux comprendre leurs besoins, de mieux suivre ce qui est fait des fonds, et par conséquent, c'est toujours positif. Et puis au siège, nous sommes à Paris, rue du Regard, près de la rue de Rennes. Nous avons aussi besoin d'aide soit pour des tâches très concrètes. Parfois même, d'ailleurs, nous cherchons à recruter, nous avons du mal à recruter des collaborateurs salariés, des gens qui peuvent nous aider dans les questions de personnel, des gens qui peuvent nous aider dans les services généraux, des gens qui peuvent nous aider dans le service des donateurs ou dans le service des projets, pour faire ça rapidement. Et voilà, si vous cherchez des gens qui cherchent du travail, eh bien, voilà, nous embauchons, nous avons du mal à embaucher. Et nous avons l'impression de ne pas être toujours les seuls, d'ailleurs, à avoir ce problème. C'est un peu étrange pour moi, mais voilà, c'est comme ça. Voilà ce que je peux dire. Alors, si tout de même, dans les départements, vous pardonnerez d'appeler ça les diocèses, nous avons en principe un délégué de l'œuvre d'Orient. Et autour de ce délégué de l'œuvre d'Orient, nous souhaitons avoir une petite équipe. Il s'agit de créer 2-3 événements dans l'année autour des chrétiens d'Orient. Ce n'est pas considérable, mais si on le fait dans chaque département, ça fait à peu près 300 événements autour des chrétiens d'Orient dans l'année. Et donc, il y a quelques départements qui n'ont pas de délégués. Et puis, là où il y a des délégués, c'est bien qu'ils soient entourés par une petite équipe. Donc, c'est encore une action qui est possible pour ceux notamment qui ne seraient pas dans la région parisienne. Merci pour ces conseils. Alors, je retiens la lettre au député. On va attendre dimanche et puis… Non, on peut le faire maintenant, avant dimanche. On peut commencer. Très bien. Bon, on se prépare et puis ça sera comme ça sera peut-être des premiers messages à apporter à leur connaissance. Et puis, effectivement, le fait que l'œuvre d'Orient embauche, on n'a pas forcément en tête. Donc, je pense que c'est bien de le rappeler et cherche des candidats. C'est intéressant de le savoir. Une autre question, Monseigneur, qui me vient à l'esprit. Le Fonds Antiochia, par ses dons, a contribué au soutien de projets, notamment en Irak. Quelle est la situation en Irak? Est-ce qu'on peut en revenir en quelques mots sur ce qui se passe là-bas et ce que vous faites sur le terrain? Alors, en Irak, d'abord, c'est assez nouveau. Depuis cette année, nous avons des responsables pour l'Irak qui vivent en Irak. C'est un couple de jeunes retraités qui voulaient faire quelque chose, ils se sentent toujours actifs. Et donc, c'est un couple de jeunes retraités qui vit donc en Irak et qui nous facilite évidemment le contact avec les communautés. En Irak, il y a donc la région qui est tout au nord, qui est le Kurdistan irakien. Soit dit en passant, je le rappelle, avec des interventions turques, sous prétexte qu'il y a des Kurdes du PKK en Irak qui bombardent des villages dans lesquels vivent également des chrétiens. Je veux dire, donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Cependant, le Kurdistan est une région qui
qui est géré, il y a des routes qui sont sûres, il y a des services publics, les choses fonctionnent. Et donc, ça permet quand même aux chrétiens de se déployer. Donc, nous soutenons des écoles, des maisons d'accueil pour personnes âgées, parce que dans le principe, en Orient, les personnes âgées restent dans leur famille. Sauf que parfois, les familles ont quitté la région. Et donc, ces personnes âgées se retrouvent isolées. Nous avons aussi un centre, c'est assez nouveau pour l'Irak, je dirais presque pour le Moyen-Orient, d'accueil pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui n'est pas gérée en Orient. Nous avons un certain nombre d'écoles que nous soutenons au Kurdistan, mais aussi dans une autre région qui est autour de Mossoul, cette région qu'on appelle la plaine de Ninive, en particulier la ville de Karakosh, qui est la grande ville chrétienne et catholique syriaque, où quand même il y a des milliers de fidèles qui sont revenus chez eux. Cette ville a été reconstruite. Le pape est allé y célébrer quand il est venu en Irak. Donc là, nous reconstruisons des écoles, nous soutenons des écoles, des maisons de santé. Nous avons même une radio pour les chrétiens qui sont encore isolés. On se demandait comment les relier. La radio nous a semblé être le moyen le plus simple. Nous soutenons une radio pour les réfugiés. Et puis, dans la ville de Mossoul, nous avons soutenu la création de plusieurs églises qui a permis la réimplantation d'un évêque. Vous savez, il y a 2 églises en Irak. Il y a l'église chaldéenne, donc il y a un évêque dans l'église chaldéenne, et puis il y a un curé de l'église syriaque. Voilà. Et également, avec des communautés orthodoxes, nous avons soutenu la restauration d'un monastère. Alors, près de Mossoul, nous avons un centre pour des étudiants chrétiens qui étudient à Mossoul, mais comme Mossoul est encore très tendu, ils ne peuvent pas y vivre. Donc, le soir, ils rentrent dans cette résidence. Et puis, nous soutenons un atelier de menuiserie qui permet de redéployer une action économique locale pour des Irakiens qui, évidemment, ont perdu leur instrument de travail. Et donc, qui, là, on retrouve un. Ça correspond aussi à un besoin local. Nous aimerions nous lancer, mais c'est compliqué pour nous d'un point de vue juridique. Nous sommes une association de 1901, donc nous devons mener des actions non lucratives, mais nous voudrions soutenir des redémarrages économiques, petites entreprises ou entreprises agricoles. Actions que nous menons également, je le souligne, en Syrie et au Liban. Ce sont ce qu'on a appelé des Hope Centers, qui permet à des jeunes adultes, plutôt que de se lamenter ou de penser à quitter leur pays, de retrousser leurs manches et d'agir pour retrouver l'esprit d'entreprise. Voilà. Et donc, c'est une très belle action pour redonner espoir, Hope Center, pour leur redonner l'espérance. Et nous l'avons fait en Syrie, à Alep, à Homs, à Hama, à Damas, et maintenant, nous en ouvrons un à Beyrouth. C'est plein de choses positives pour l'avenir. Merci beaucoup encore pour ces exemples. Alors malheureusement, on arrive à la fin de notre webconférence. C'est toujours dur de vous arrêter parce on vous écoutera encore longtemps sur tous ces éléments et qui sont toujours appréciés par votre clarté et puis par le concret de votre travail sur le terrain. Évidemment, comme d'habitude, vous recevrez tous un lien de visionnage et de revisionnage de cette webconférence ensuite. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Elle témoignera évidemment du travail de l'œuvre d'Orient et puis éventuellement d'un moyen de soutien via le Fonds Antiochia auprès de l'œuvre d'Orient. On vous remercie au nom du groupe ESCAR tous de votre présence aujourd'hui, ce matin, avec nous. Et nous vous souhaitons tous une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine webconférence rapidement. Merci à vous tous de votre présence. Au revoir. Merci à vous.